Qu'est-ce qui peut transformer 9 tonnes de margarine en arme de destruction massive? 24 ans plus tard, nous ne connaissons toujours pas la cause exacte de l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc, mais nous savons comment une décision fatidique des sauveteurs a transformé cette tragédie en une terrible catastrophe et comment 39 morts ont changé le monde à jamais. Le 24 mars 1999, le tunnel du Mont Blanc était un symbole du progrès technique et de l'unité européenne. Long de 11 km, traversant le cœur des Alpes, il était le plus long tunnel routier du monde à l'époque de sa construction et reliait la France à l'Italie, permettant le passage quotidien d'un tiers du trafic routier entre l'Italie et l'Europe du Nord. Dans la soirée du même jour, ce symbole de paix s'est transformé en un brasier infernal où la température a atteint 1000 degrés Celsius, suffisamment pour faire fondre l'asphalte. Le feu faisait rage avec une telle violence que les sauveteurs n'ont pas pu pénétrer dans le tunnel pendant 53 heures et les fumées toxiques rendaient chaque respiration mortelle. 50 personnes se sont retrouvées piégées sous les Alpes. Parmi les 39 victimes figurait un motard qui s'était engouffré dans la fumée pour sauver un inconnu, des pompiers qui avaient passé 5 heures dans des cabines ignifugées au milieu des explosions de voitures et des automobilistes ordinaires qui s'étaient asphyxiés dans leur véhicule sans trouver la sortie du labyrinthe de pierre. Cet incendie a changé à jamais les normes de sécurité des tunnels dans le monde entier. Des Alpes suisses aux mégapoles chinoises, les ingénieurs ont réécrit les règles en gardant à l'esprit la tragédie du Mont Blanc. Mais cette histoire ne commence pas par le feu et la fumée, mais par un rêve d'unité qui a failli tourner au cauchemar. En 1907, le Parlement italien entendit pour la première fois une idée folle, creuser un tunnel à travers le Mont Blanc. Les députés accueillirent cette proposition avec scepticisme, et les ingénieurs de l'époque jugèrent le projet techniquement irréalisable. Il a fallu 2 guerres mondiales et un demi-siècle de destruction pour que l'Europe comprenne que l'unité est plus importante que la fierté. En 1959, 2 pays qui s'étaient récemment battus l'un contre l'autre se sont lancés dans un projet grandiose. Les ouvriers français et italiens ont commencé à creuser l'un vers l'autre à travers 11,6 km de roches alpines des plus dures. Lorsque la dernière explosion retentit en 1962 et que les ouvriers percèrent les derniers mètres de roche, les Français et les Italiens se rencontrèrent au cœur même de la montagne. Les poignées de main à 1 km de profondeur, les larmes de joie et le champagne sous les Alpes sont devenus le symbole d'une nouvelle Europe. Le 19 juillet 1965, les présidents français et italiens ont inauguré solennellement la nouvelle route. Le tunnel n'était pas seulement un symbole, il était devenu un miracle économique. Les conducteurs gagnaient 2 heures à chaque trajet et ne risquaient plus leur vie sur des routes enneigées et sinueuses. À la fin des années 90, les exploitants tiraient d'énormes profits de chaque passage. Un tiers de toutes les marchandises italiennes à destination de l'Europe du Nord transitaient par le tunnel. Chaque jour, jusqu'à 3000 camions traversèrent la frontière sous les Alpes, rapportant des millions au trésor public. Mais derrière cette réussite financière se cachèrent déjà des signaux d'alarme qui allaient de bientôt se transformer en une menace mortelle. Les experts ont tiré la sonnette d'alarme dès le milieu des années 90. En 1996, l'ingénieur français Jean-Paul Morel a déclaré sans ambages que le tunnel ne répondait pas aux normes de sécurité modernes pour un trafic de marchandises aussi intense. Ces avertissements ont été ignorés. En 1997, l'Association italienne des ingénieurs a recommandé l'installation de sprinklers automatiques et la modernisation du système de ventilation. Le coût des travaux était estimé à 50 millions d'euros. À l'époque, les exploitants ont estimé que c'était trop cher et que rien n'était plus important que le profit. Les problèmes s'accumulaient, le système de ventilation fonctionnait 2 fois moins bien que ce qui était nécessaire pour un tunnel de cette longueur. Du côté italien, les détecteurs de fumée étaient constamment désactivés en raison de faux déclenchements causés par les gaz d'échappement des camions. Les règles de sécurité étaient enfreintes quotidiennement. La distance minimale entre les véhicules était ignorée au profit de la capacité de passage. Plus il y avait de voitures, plus il y avait d'argent. En 1998, le maire de Chamonix, Michel Charles, a soulevé la question du trafic excessif, mais sa voix s'est noyée dans le tintement des pièces de monnaie. En 34 ans, plusieurs incendies de camions se sont déclarés dans le tunnel. À chaque fois, les chauffeurs se débrouillaient seuls, éteignent le feu et reprenèrent la route. Cela a créé une illusion dangereuse. Si cela s'était bien passé 16 fois, c'est que le système fonctionnait. Personne ne pensait que chaque incendie était un signe avant-coureur d'une catastrophe imminente. Et en cette matinée ensoleillée du 24 mars 1999, le destin a décidé de porter un coup qui allait bouleverser toutes les conceptions de la sécurité dans les tunnels. La matinée du 24 mars a commencé comme des milliers d'autres. Gilbert Degrave, un chauffeur belge expérimenté, a chargé dans son camion frigorifique 9 tonnes de margarine et 12 tonnes de farine.
Une cargaison habituelle, un itinéraire habituel entre la France et l'Italie. Rien ne laissait présager une catastrophe. À 10h46, De Grave a passé la frontière française et est entré dans le tunnel. Les caméras ont filmé son camion parmi des dizaines d'autres véhicules. Il y avait déjà 28 véhicules dans le tunnel, 10 voitures et 18 camions avec 50 personnes à bord. À 10h49, les conducteurs venant en sens inverse ont commencé à clignoter. Quelque chose n'allait pas. De Gros a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur et a vu de la fumée blanche s'échapper de sous la cabine. Un problème courant, a-t-il pensé, mais cette fois-ci c'était différent. À 10h53, De Gros s'est arrêté exactement au milieu du tunnel. C'était le pire endroit pour s'arrêter, mais il n'avait pas le choix. En quelques secondes, sa cabine s'est transformée en boule de feu. La margarine dans la soute a commencé à fondre, devenant un combustible idéal pour les flammes. De Grau sauta hors de la cabine en feu et courut vers la sortie italienne. Derrière lui, le feu dévorait le chargement, la température montait en flèche, 50 personnes étaient piégées. Ceux qui venaient de France ne pouvaient pas dépasser le camion en feu et il était impossible de faire demi-tour dans le tunnel étroit. À 10h55, les 2 sorties du tunnel ont été fermées à la circulation. La panique s'est emparée du centre de contrôle. Il n'y avait aucune communication entre les opérateurs français et italiens, chaque partie agissait à l'aveuglette. C'est alors que quelqu'un, au centre de contrôle italien, a pris une décision qui a transformé la catastrophe en enfer. Ils ont mis les ventilateurs à pleine puissance pour injecter de l'air frais dans le tunnel. Leur intention était noble, aider les gens à respirer. Mais l'oxygène n'a fait qu'alimenter les flammes, transformant le tunnel en un gigantesque fourneau. À ce moment-là, un homme a pris une décision qui fera de lui un héros pour toujours. Pierluca Tinazzi entendit l'alarme. Le gardien du tunnel, passionné de moto, enfourcha sa moto sans hésiter et se dirigea vers la fumée. Ses derniers mots à la radio sonnèrent comme un verdict. « J'ai trouvé le chauffeur du camion inconscient, je le tire vers un abri. » Tinazzi a traîné le conducteur jusqu'à l'une des cabines ignifugées, conçues pour résister à des températures allant jusqu'à 800 degrés. Mais les flammes avaient déjà dépassé les 1000 degrés et la cabine s'était transformée en piège mortel. Les 2 hommes sont morts asphyxiés par les fumées toxiques contenant du cyanure provenant de l'isolation des câbles en feu. À ce moment-là, les pompiers de Chamonix avaient déjà fait irruption dans le tunnel. Leurs véhicules ont pénétré dans une obscurité totale. Le câblage électrique avait fondu 10 minutes après le début de l'incendie, plongeant le tunnel dans le noir. La combinaison de la fumée, de l'obscurité et des explosions successives des véhicules rendait toute progression impossible. Les pompiers ont été contraints d'abandonner leurs véhicules et de se réfugier dans des cabines ignifugées. De là, ils entendaient des bruits infernaux, le sifflement de la margarine fondue qui coulait sur la route comme de la lave, les explosions des réservoirs de carburant et des pneus. Chaque explosion résonnait dans l'espace clos du tunnel, créant une atmosphère de terreur absolue. Au bout de 10 minutes, les pompiers italiens ont tenté d'entrer par l'autre côté. Mais ils ont subi le même sort. La chaleur était si intense qu'elle faisait fondre l'asphalte sous leurs pieds. La fumée s'était déjà répandue dans tout le tunnel, rendant chaque respiration pénible. 5 heures, c'est le temps que les 14 pompiers ont passé dans leurs cabines ignifugées en attendant les secours. Ils entendèrent les voitures exploser les unes après les autres, avec les personnes à l'intérieur, le béton se fissurait sous l'effet de la chaleur insupportable, leurs collègues criaient dans leurs talkies-walkies, incapables de les atteindre. Seule la 3e brigade de pompiers a réussi à les atteindre par le conduit de ventilation à 16 heures. Lorsque les sauveteurs ont enfin pu les extraire, les 14 hommes étaient tous dans un état critique, intoxiqués par la fumée. L'un d'eux, le commandant de la brigade française, est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Dans le tunnel, le feu continuait de faire rage. Il a fallu 53 heures pour que la température baisse suffisamment pour que les sauveteurs puissent entrer. Ce qu'ils ont découvert ressemblait à un tableau de l'enfer de Dante. De l'asphalte fondu, des voitures calcinées et 39 corps de personnes qui n'avaient pas pu être sauvées. Mais même lorsque les flammes se sont éteintes, les cicatrices de cette tragédie commençaient seulement à apparaître. Lorsque la fumée s'est dissipée, les Alpes se sont figées. Chamonix et Courmayeur, 2 villes pittoresques qui vivaient depuis des siècles du tourisme et du commerce, ont perdu du jour au lendemain leur principale artère. Un tiers des marchandises, en provenance d'Italie et à destination de l'Europe du Nord, devaient désormais trouver d'autres itinéraires. Les hôtels se vidaient, les restaurants fermaient les uns après les autres. Les pertes économiques étaient catastrophiques. L'Italie perdait jusqu'à 450 millions d'euros par an tant que le tunnel restait fermé. Les entrepreneurs locaux de Chamonix faisaient état d'une baisse de 40% de leurs revenus et certains hôtels familiaux, en activité depuis des décennies, étaient au bord de la faillite. Mais le mystère le plus douloureux restait la cause de l'incendie.
70 enquêteurs se sont lancés dans une lutte contre un mystère insoluble disséquant les restes calcinés du camion molécule par molécule et reconstituant la trajectoire de chaque étincelle. Ils ont interrogé 160 témoins, avancé des dizaines de versions allant d'une cigarette jetée d'une voiture en marche et tombée dans la prise d'air à une défaillance technique ou une surchauffe du moteur. Chaque théorie trouvait ses partisans et ses détracteurs, mais toutes les versions s'effondraient lors d'une analyse détaillée. Les experts se sont disputés jusqu'à en perdre la voix, les avocats des 200 plaignants ont exigé des réponses concrètes, mais la vérité continuait de leur échapper comme cette fumée. Le mystère, qui avait coûté la vie à 39 personnes, semblait se moquer de toute une armée d'enquêteurs. En 2005, 13 personnes ont comparu devant le tribunal, dont Gilbert Degrave, le premier à s'être échappé du tunnel en feu, et les dirigeants des entreprises qui avaient ignoré pendant des années les avertissements des experts sur les lacunes en matière de sécurité. Le verdict a été clément. Peines avec sursis, amendes et classement sans suite. Les familles des victimes ont quitté le tribunal avec l'amère conscience que la justice est une notion très relative. Mais tandis que le monde entier cherchait les coupables et calculait les pertes économiques, les ingénieurs les plus clairvoyants se posèrent déjà une question bien plus importante: comment faire pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais ? Alors que l'asphalte fondu dans le tunnel du Mont Blanc fumait encore, des ingénieurs du monde entier dessinaient déjà les plans d'une révolution. La catastrophe dans les Alpes a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Trop de personnes ont perdu la vie à cause de normes de sécurité obsolètes. En 2004, l'Union européenne a adopté un document écrit avec le sang des victimes du Mont Blanc. Chaque ligne de cette loi était une réponse à une erreur spécifique qui avait coûté la vie à des personnes dans cet enfer de Mars. Plus de détecteurs déconnectés, plus de centres de contrôle séparés, plus de tunnels sans voie d'évacuation. La révolution a commencé au Mont Blanc même. Pour 400 millions d'euros, le tunnel a été transformé en forteresse de sécurité. Plus de 3000 détecteurs de fumée forment un système nerveux qui détecte le moindre changement dans l'air. 37 abris hermétiques, avec alimentation en air indépendante, sont devenus des capsules de sauvetage pour ceux qui n'ont pas le temps de rejoindre la sortie. Une galerie d'évacuation s'étend parallèlement au tunnel principal, telle une artère vitale. Mais le plus important, c'est le système de contrôle de la fumée par zone. 116 clapets au plafond peuvent isoler le feu dans n'importe quelle partie du tunnel, l'empêchant ainsi de se propager. Ce qui, en 1999, a transformé tout le tunnel en fournaise, peut désormais être localisé dans un rayon de quelques centaines de mètres. L'effet s'est propagé dans le monde entier à une vitesse incroyable. De Lötschberg en Suisse à Huainan en Chine, des tunnels américains de Seattle aux autoroutes japonaises. Partout, les ingénieurs ont mis en œuvre les enseignements tirés du Mont Blanc. Des systèmes robotisés d'extinction d'incendie, des caméras thermiques, des installations à mousse capables d'éteindre même de la margarine en feu. Le premier test du nouveau système a eu lieu en juillet 2005. Un moteur de camion a pris feu dans le tunnel exactement comme 6 ans auparavant. Mais cette fois, les capteurs se sont déclenchés en quelques secondes, la fumée a été localisée et les pompiers ont éteint le feu en quelques minutes. Pas une seule victime, pas une seule heure d'arrêt. Le système né de la tragédie a prouvé que ce qui avait tué 39 personnes ne tuerait plus personne. Chaque mois de mars, le rugissement des motos résonne dans les Alpes. Des motards venus de toute l'Italie se rassemblent devant le monument dédié à Pierluigi Tinacci à Courmayeur, où ils déposent des fleurs et allument des bougies. Pour eux, il est devenu un saint protecteur, un homme qui s'est engouffré dans la fumée en sachant qu'il ne reviendrait peut-être pas. À Chamonix et à Courmayeur, des cérémonies commémoratives silencieuses ont lieu. Les proches des victimes, les pompiers survivants, les habitants de la région, tous se rassemblent devant les plaques commémoratives portant les 39 noms. Cette blessure ne guérit pas, mais elle a enseigné au monde une leçon importante. Aujourd'hui, le tunnel du Mont Blanc n'est plus seulement une route sous la montagne. C'est une forteresse de sécurité, un modèle à suivre, la preuve vivante que l'humanité était capable d'apprendre de ses erreurs. Chaque capteur, chaque refuge, chaque système est un monument à la mémoire de ceux qui ont péri dans les flammes. Chaque fois que nous traversons le tunnel moderne avec ses systèmes de protection perfectionnés, nous voyons l'héritage du Mont Blanc. Les technologies évoluent, mais la mémoire reste. Et dans cette mémoire réside la garantie que cela ne se reproduira plus jamais.